moi j'ai voulu dans ce livre montrer que la question du racisme, si on se limite à la question de il faut quand même accepter qu'il y a des gens qui n'ont pas la même couleur de peau que vous, c'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont nécessairement idiots, c'est pas parce qu'ils viennent du Maghreb qu'ils sont nécessairement arriérés. Donc ça c'est, disons, pour moi ce que j'appelle l'antiracisme de bon teint. Mais j'estime, vu que je milite contre le racisme depuis le début des années 70, c'est-à-dire l'arrivée, moi j'ai vu l'arrivée des parents ou des grands-parents des jeunes qui sont maintenant ici établis dans nos quartiers, il y avait un racisme très clair parce que voilà, il y avait des cafés où on mettait interdit aux étrangers, bon ça on ne peut plus mettre, mais en même temps il y avait quelque chose de fort qui était le fait que ces personnes entraient directement dans le monde du travail, puisqu'on était encore à la fin des 30 glorieuses, et donc pouvaient s'intégrer dans le monde du travail, pouvaient apprendre la langue dans le monde du travail. Donc on était dans une situation tout à fait différente. Ce qui pour moi a vraiment fait une rupture, c'est l'année 91, même si mon livre ne démarre pas en 91, mais c'est l'année 91 parce qu'il y a eu 3 événements qui à mon avis sont frappants. D'abord l'année 91, c'est les années juste après l'effondrement du bloc socialiste, donc il n'y a plus d'alternative. Mais surtout, il y a eu 3 événements, pour ceux qui sont un peu de mon âge, ils s'en souviendront sans doute. Il y a eu la première guerre du Golfe, précédée d'un embargo. Il y a eu la première révolte des jeunes des quartiers, ici à Forêt, qui étaient des jeunes qui en avaient marre d'être contrôlés au faciès et qui en avaient marre d'être contrôlés par des policiers qui les connaissaient parfaitement, qui disaient « Bonjour Hamid, ta carte d'identité, bonjour Mohamed, ta carte d'identité », mais ils les connaissaient très bien. Et donc il y a eu cette première révolte, et puis aussi en 91, il y a eu la première victoire de l'extrême droite aux élections. C'est la première fois en Belgique que l'extrême droite a obtenu 1 million de voix. Et pourquoi pour moi ces événements ont été des déclencheurs de ce racisme qui est rampant, qui augmente et qui nous pète maintenant à la figure de manière très claire, c'est que déjà en 91, quand il y a eu les premières mobilisations contre la guerre, contre l'embargo, contre l'Irak, il y a eu le ministre-président ici de la région bruxelloise, Charles Piquet, qui a fait un appel pour demander à son collègue socialiste aussi, qui était responsable de je sais plus quoi, à la communauté française, d'interdire les radios arabes, avec comme raison que les radios arabes mobilisaient les masses arabo-musulmanes. C'est la première fois, à mon avis, qu'on a traité publiquement les personnes issues de l'immigration maghrébine de masse arabo-musulmane à lutter contre l'impérialisme. Et moi, ça m'a quand même fait un clic parce que, n'étant ni arabe ni musulmane, je luttais aussi contre l'embargo et contre la guerre du Golfe. Et je me suis dit, tiens, il y a des gens qui peuvent dans notre pays s'opposer à l'impérialisme et aux guerres qu'il déclenche, mais si c'est des personnes issues de l'immigration, alors on va leur demander de se taire jusqu'à demander d'interdire les radios libres qui existaient à l'époque. La deuxième chose qui a aussi été un signal très fort, c'est que la réponse, et là aussi c'est une réponse d'un ministre socialiste flamand, Thorac, la réponse du gouvernement à la révolte des jeunes, ça a été les contrats de sécurité. Et pour moi, les contrats de sécurité, alors que les jeunes demandaient simplement des droits, demandaient simplement d'être traités comme des citoyens à part entière, demandaient des choses comme pourquoi mes parents ils bossent, ils n'ont pas le droit de vote, ils peuvent payer les impôts mais ils n'ont pas le droit de vote, pourquoi on est contrôlé, les autres pas, etc. Donc le fait que la réponse à ces révoltes a été les contrats de sécurité, ça a commencé à faire ce que moi j'appelle le racisme d'État. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui se révoltent, qui revendiquent des droits, et au lieu de discuter avec eux et de leur accorder des droits qu'ils ont tout à fait, qu'ils méritent, auxquels ils ont droit, non, on décide que cette jeunesse-là est dangereuse, parce que les contrats de sécurité, c'est dans le cadre de la lutte contre la délinquance, c'est dans le cadre de la prévention de la criminalité. Ça veut dire que toute cette jeunesse, qu'on ne nomme pas, mais on sait bien de qui on parle, parce que les contrats de sécurité, ils ont été attribués dans les quartiers comme ici, à Molenbeek, bref, tout le croissant pauvre de Bruxelles, qui est là où sont aussi concentrées les populations d'origine immigrée, en particulier ces jeunes.
Donc, tout ce qui a été fait après comme politique de la jeunesse a dû entrer dans le cadre de politique de sécurité. Ça veut dire que les jeunes savent que pour l'État, ils sont des suspects potentiels, ils sont des délinquants potentiels, ils sont des ennemis potentiels. Donc, c'est ça que moi j'appelle le racisme d'État. Vous avez des jeunes qui demandent simplement des droits et on leur donne en retour des contrats de sécurité. Et ça a une influence énorme dans le quotidien parce que toute organisation, je ne vais pas suspecter Mohamed, mais toute organisation qui dans ces quartiers demande des subsides, à partir de 91, il fallait prouver que ces subsides entraient dans le cadre des contrats de sécurité et que donc leurs activités servaient à faire cette prévention. Et donc, cette logique des contrats de sécurité, pour moi, elle a vraiment enfermé les jeunes dans cette image et elle a renvoyé à toute la population cette image que ces jeunes sont des jeunes potentiellement dangereux, potentiellement criminels. Et connaissant quand même pas mal de personnes qui ont travaillé dans ces contrats, je sais que ça a eu une influence énorme sur la manière dont les jeunes se sont ressentis dans notre société. Donc quand après on s'étonne qu'il y a des jeunes qui partent en Syrie, moi je dis simplement, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas la responsabilité des familles, ce n'est pas la responsabilité des parents, c'est la responsabilité d'une société qui a stigmatisé pendant 25 ans tout le travail avec la jeunesse, qui les a placés dans un cadre qui n'était pas l'épanouissement des jeunes, qui n'était pas le fait que les jeunes aient des bonnes écoles et des loisirs intéressants, participent comme citoyens. Non, il y avait ce filet de sécurité qui était tendu autour d'eux. Et on n'avait même pas fini les contrats de sécurité qu'avec les attentats terroristes, on a fait le plan Canal, c'est-à-dire que de nouveau, les subsides ont été attribués à ceux qui étaient, soi-disant, des experts en déradicalisation. Donc de nouveau, la politique à l'égard de la jeunesse, la politique dans les écoles. Moi je travaille dans une école ici à Montpellier, je sais très bien qu'on était censé, et encore moi je travaille avec des adultes parce que je suis en promotion sociale, on était censé dénoncer à la commune les comportements déviants. Mais c'est quoi un comportement déviant? Ça dépend tout à fait du prof. Déjà, la manière dont lui il traite ses étudiants, ben, les étudiants ils vont dévier plus ou moins selon le prof qu'ils ont devant eux, qu'ils soient jeunes ou vieux, de toute façon, c'est comme ça. Donc, de nouveau, l'intérêt qu'on a à ces quartiers, l'intérêt qu'on a à nos écoles ici, l'intérêt qu'on a à nos maisons de jeunes, c'est de nouveau du point de vue de l'État, avec un regard qui est déjà un regard de méfiance, un regard de suspicion, et avec une demande claire aux intervenants sur le terrain, d'être un peu les espions de l'État là où ils se trouvent, alors que moi j'ai quand même eu pas mal de débats avec les jeunes sur la question de la radicalisation, mais souvent les jeunes ils dénoncent des choses que moi je dénonce aussi. Ils parlent de la situation en Palestine, ils parlent des guerres, ils parlent de l'Afghanistan, ils parlent de la situation en Afrique. Donc heureusement qu'ils ont ce regard ouvert sur le monde, mais comme, et là je veux revenir justement aussi à la responsabilité de la gauche là-dedans, comme leur parole est suspecte depuis 91, eh bien moi je pense qu'il y a une révolte qui est en train de gronder, qui est très forte, et en même temps, dans l'autre partie de la population, ça fait donc aussi presque 30 ans qu'on fait des politiques qui présument que les personnes là dont on s'occupe sont des personnes qui sont des dangers potentiels pour notre société. Et donc ça, pour moi, c'est la forme fondamentale de racisme dans notre société. C'est pas la question de dire à un blague j'aime pas les blagues. Moi, personnellement, je trouve que si les gens n'aiment pas les blagues, bon ben tant pis pour eux, c'est dommage, mais ça peut se discuter, ça peut se vivre, ça peut se faire au niveau des gens, du rapport entre les gens. J'ai ici une étudiante, Claire, elle sait bien, dans notre classe, il y a toutes les couleurs, toutes les nationalités, tous les âges, toutes les religions, mais dès que les gens commencent à se connaître, bien sûr que les préjugés tombent, l'ouverture se fait. Donc le problème pour moi, il n'est pas là, le problème c'est cette politique raciste qui vient d'en haut et qui pour moi est intimement liée au fait que depuis 91, depuis la chute du mur, eh bien nous sommes en guerre contre le tiers-monde, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non. Et donc les populations issues de ce tiers-monde qui sont en Occident de manière générale, aux États-Unis, au Canada, chez nous en Europe, eh bien, elles sont considérées de facto comme une cinquième colonne potentielle. Et ça, je peux le prouver parce que ça se trouve dans les contrats de sécurité, ça se trouve dans les politiques et les directives qu'on nous donne par rapport à la déradicalisation. Et c'est ajouté à toute cette situation
le fait que la crise, la guerre en Syrie notamment, le fait que l'Afrique sombre de plus en plus dans la pauvreté, a provoqué un flot de réfugiés dont, je ne dois pas vous dire à vous, 85%, 90% ne sont pas chez nous, mais dont une partie arrive quand même chez nous. Et donc, avec cette politique-là, et avec le fait de répéter à tout moment qu'on ne peut pas accueillir la misère du monde, qu'on n'a pas la capacité d'accueillir ces gens, etc., eh bien, sur ce substrat de racisme qui nous colle à la peau depuis le 91, cette forme-là de racisme, ce racisme d'État, eh bien, il y a tous ces discours à l'égard de la crise des réfugiés. Quelle crise? Nous, on n'est pas en crise, hein. Ce sont ces gens-là qui ont des problèmes, ce sont ces gens-là qui fuient la guerre, qui fuient la misère. Nous, on a parfaitement les moyens, les possibilités. Je voyais encore ce midi, quand le présentateur d'RTL, bon, ça peut être RTL, c'est la même chose, au mois de août 2018, il y a eu 2132 personnes qui ont demandé l'asile, alors qu'en juin, et je vous dis des chiffres comme ça, mais c'est à peu près, il n'y en avait que 1700. Mais je me dis, mais est-ce que les gens réfléchissent? Qu'est-ce que c'est 2100 personnes? Même fois 12, ça fait quoi, 25 000 personnes? On n'est pas capable d'accueillir ces gens? On n'est pas capable de les loger, on n'est pas capable de les aider à trouver un travail, on n'est pas capable d'éduquer leurs enfants, de leur ouvrir nos écoles, de leur ouvrir nos maisons de jeunes. Bien sûr que si, on est capable. Mais à force de dire qu'on ne peut pas, on ne sait pas le faire, eh bien, sur ce substrat de racisme qui nous ronge depuis presque 30 ans, c'est rajouter encore une dose, une couche. Donc, il ne faut pas faire les hypocrites de venir dire maintenant qu'on découvre le racisme. On a libéré cette parole par des politiques qui ont été insidieuses, qui ont rongé notre société pendant 2-3 dizaines d'années, et dont maintenant, bien sûr, un certain nombre de gens s'autorisent aussi à prendre le téléphone pour téléphoner à cette gentille dame de la météo et lui dire qu'il la trouve trop noire. Mais ceux qui maintenant, comme Franken, qui disent les racistes sont des idiots, je m'excuse si ces gens sont idiots, c'est parce que les gouvernements successifs, les partis successifs ont permis que se développe dans la société une méfiance et ont encouragé la méfiance à l'égard de toute personne qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas issue à la 7e génération du bon peuple belge. Et la gauche maintenant, elle est en train de capituler sur cette question et ne vous laissez pas voir par qui sont antiracistes, parce que quand vous voyez qu'en Allemagne, Die Linke, qui est un des partis les plus à gauche en Allemagne, eh bien la gauche de la gauche, donc la gauche de Die Linke, a créé un nouveau mouvement, elle s'appelle Sarah Wagenknecht, dont le point maintenant c'est de dire que elle s'est rendue compte que les immigrés font pression sur le salaire de l'ouvrier allemand et que donc il faut arrêter d'accueillir des immigrés en Allemagne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même toujours su qu'une des raisons pour lesquelles le patronat aime bien avoir des immigrés, c'est pour pouvoir faire pression sur les salaires. Parce que si on suit ce raisonnement, vous savez aussi qu'il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes, et que les femmes sont moins payées que les hommes. Donc on pourrait se dire, ben, les femmes font pression sur les salaires, excluons les femmes du marché du travail, c'est pas une bonne idée. Comme ça les hommes gagneront plus. C'est ça. Donc que la gauche maintenant, elle est en train c'est la gauche de la gauche, hein, donc elle est en train de faire un nouveau mouvement dans le même but, c'est-à-dire de reprendre des voix à l'extrême droite, c'est ça qui se passe, et donc il faut absolument faire une concession à cette extrême droite et dire, eh ben c'est vrai en fait, ces immigrés, c'est à cause d'eux si maintenant en Allemagne on a des salaires bas, alors que c'est à cause de la social-démocratie allemande qui, il y a quelques années, a fait toutes les lois de libéralisation du travail, et que donc voilà, les gens travaillent 4/5e temps, 3/5e temps, pour des salaires très bas. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose qui vient maintenant aussi très à la mode dans la gauche, c'est de dire, en fait, il ne faut plus les accepter chez nous, il faut résoudre les problèmes là-bas. En fait, si ces gens partent, c'est parce qu'ils ont des problèmes là-bas. Mais donc, là aussi, il faut faire très attention à cet argument, parce que, pour commencer, si on était sincère en disant qu'on veut résoudre des problèmes là-bas, les premiers points de programme qu'on devrait mettre, c'est contre nos multinationales qui pillent l'Afrique, c'est contre les guerres qu'on mène là-bas, c'est contre toutes les spéculations qui se font sur le prix du blé, etc. C'est contre toutes les guerres qu'on mène dans tous les coins d'Afrique et du Moyen-Orient, qui sont des guerres qui rapportent énormément à ces mêmes multinationales. Donc si on voulait vraiment
que ça aille mieux là-bas, la première chose, c'est qu'il faudrait mettre comme premier point dans les programmes que nos gouvernements doivent cesser de participer à des guerres. La Belgique est toujours en guerre, on a toujours des avions qui bombardent dans quelques endroits du monde. Ne parlons pas de la France, de la Grande-Bretagne, qui sont quand même des nations qui font encore toujours partie de l'Union européenne. On a des contrats extrêmement juteux, nous les Belges aussi, dans le domaine de l'armement, ne parlons pas des Allemands, des Britanniques, etc. Donc arrêtons de collaborer avec Israël si on veut vraiment résoudre les problèmes là-bas. Et une deuxième chose, c'est que sur le plan économique, ça je viens de le lire, je trouve ça intéressant, il a été prouvé que quand le niveau de vie monte dans les pays d'où proviennent les personnes qui fuient la misère, entre 600 € par an et 7500 € par an, quand le niveau de vie monte jusqu'à 7500, ça encourage l'immigration. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens ont les moyens d'immigrer. En dessous de ça, les gens, disons si vous avez un pays où le revenu c'est 600 € par an, après ça monte à 700, 800, 1000, eh bien tout ce qui est prouvé c'est qu'il y a plus d'immigration. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de mortalité infantile, il y a plus de jeunes, les jeunes ont plus les moyens de se payer parce que ça coûte cher de faire ces voyages. Et donc il faut donc que le revenu moyen par habitant arrive à 7500 $ par an pour que les gens puissent vivre chez eux. Et la même personne qui écrivait cet article disait, par exemple, pour le Nigeria, pour arriver à 7500 $ par an, ça va prendre 130 ans. Donc vous imaginez bien que ce discours, il faut résoudre les problèmes là-bas, c'est des gens qui s'en foutent en général royalement de réfléchir comment on va résoudre les problèmes là-bas. Mais c'est la gauche qui le dit. C'est la gauche qui le dit. Mélenchon, il avait fait un discours extraordinaire à Marseille, je ne sais pas si vous vous souvenez, le discours des 100 000, où il a dit Marseille, c'est la ville de l'immigration, il y a 2600 ans, Marseille a été fondée par une femme étrangère et un homme, etc. Tout le monde a pleuré de joie en l'entendant. Et puis, 3-4 jours après, il avait baissé 3 points dans les sondages et le discours a changé. C'est toujours le même problème. Alors il a commencé avec son truc, ben non, Marseille n'est plus la ville, on va résoudre les problèmes là-bas. On va résoudre les problèmes là-bas. Personne ne sait où c'est là-bas, personne ne sait qu'est-ce qu'on va faire là-bas pour résoudre les problèmes. Et surtout, on n'en discute pas de pourquoi il y a des problèmes là-bas et quelle est notre responsabilité dans les problèmes là-bas. Donc voilà, moi je veux ça, je veux qu'on lance le débat sur notre responsabilité dans cette montée du racisme dans nos pays, dans le fait que nous sommes en guerre partout et que ça ne va pas que ce ne soit pas un point essentiel des campagnes de masse de la gauche. Moi je ne parle pas de petites rencontres, je dis non, quand on a accès à un plateau de télévision, c'est pour dénoncer ça. C'est pas pour dire aux gens des choses que les gens savent déjà. Parce que tout le monde sait que les riches sont riches et que voilà, c'est pas bien, qu'il y a des pauvres, il y a des riches. Ça, tout le monde le sait. Faut pas être très malin pour le savoir. On nous bassine avec des chiffres comme ça. Mais si nous, les gens qui sont pas les riches, de quel côté on se met? Est-ce qu'on va vraiment se mettre du côté de ceux qui sont les plus exploités, les plus opprimés? Ou est-ce qu'on va essayer de grimper un petit peu dans les sondages, essayer un petit peu de grimper dans l'échelle sociale, essayer d'arriver sur un plateau de télévision où on peut dire juste 3 phrases et c'est tout. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on recrée un vrai débat sur ces questions-là, qu'on arrête de capituler sur ces questions, qu'on aille en profondeur dans les choses. Donc, pas seulement faire un mouvement autour de Madame Météo, là, maintenant, parce que dans 3 semaines, les gens l'auront oublié, mais qu'on dénonce toutes les politiques. Et un grand point maintenant, évidemment, c'est toutes les politiques qui se mènent au nom de la lutte contre le terrorisme. Là, je voudrais parler juste d'un point, c'est la question de la déchéance de nationalité. Pourquoi c'est important? Parce que, de nouveau, il s'agit de ces jeunes qu'on stigmatise depuis 1991. Si un enfant est né ici, et que son papa était marocain, et que son papa ou sa maman a le malheur d'aller l'inscrire à l'ambassade du Maroc sur le carnet, en se disant que ce sera plus facile d'aller en vacances, etc., cet enfant, de facto, maintenant, avec cette loi sur la déchéance de nationalité, on peut s'en débarrasser sous prétexte qu'il a une autre nationalité. Ça veut dire qu'on peut brusquement décider que cet enfant qui est né en Belgique, qui a fait sa scolarité en Belgique, qui connaît que les quartiers ici, etc., et qui a été au Maroc 1 ou 2 fois en vacances dans sa vie,
Et bien, cet enfant, brusquement, et tous les partis l'ont voté, personne n'a voté contre, cet enfant, brusquement, on décide qu'il n'est pas un Belge à part entière parce qu'on peut lui ôter sa nationalité, sous prétexte qu'il a la nationalité marocaine, qu'il n'a même pas demandé, il n'a pas fait de démarche pour ça. Et quand les parents l'ont fait, ils l'ont fait pour des raisons de facilité, voilà, comme ça, quand on les amène, c'est plus facile, il a le passeport, etc. Mais donc, de nouveau, ce sont quand même des choses récentes, ça, la loi sur la déchéance de nationalité, hein. La loi dont Luc a parlé sur la protection consulaire, que dorénavant, si vous êtes un belgo-marocain et que vous faites une connerie au Maroc, la Belgique ne vous protège plus. Même si vous êtes un citoyen belge qui paye ses cotisations sociales ici, qui paye ses impôts ici, qui a été à l'école ici, qui travaille ici, etc., du jour au lendemain, maintenant, la Belgique vous dit « Ah non, 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 tu es marocain, toi, tu n'es pas belge ». Donc, de nouveau, quel est le message qu'on envoie? C'est qu'il y a une partie de notre population qui n'est pas vraiment nos citoyens, nos compatriotes. Il y a une partie de la population, de nouveau, dont il faut se méfier. Et donc ce sont toutes ces lois qu'il faut remettre en question, en disant, nous sommes tous nés ici, ou nous sommes arrivés ici, nous travaillons, nous voulons exactement être traités de la même façon, quel que soit notre parcours. Et si on déconne, ok, on sera puni ici en Belgique, on nous jugera en Belgique, on assumera nos conneries en Belgique. Je pourrais encore parler beaucoup là-dessus parce qu'il y a aussi les mamans qui essaient de faire revenir les enfants qui sont partis en Syrie. Ne parlons pas de ça parce que quand on lit les commentaires, mais on est entré à l'âge de la barbarie, hein, vous savez ça. On trouve que des enfants de 3-4 ans, c'est des futurs terroristes. Vous imaginez, moi, comme je dis, je donne cours en auxiliaire de l'enfance, mais j'irais dire à mes étudiants qu'un enfant de 3 ans, son destin est déjà fait. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et donc, et ça se dit tous les jours. Et d'ailleurs, les gouvernements, les Hollandais, ils l'ont dit carrément, qu'il meurt là-bas. Lui, il a dit carrément, des Pays-Bas. Ici, on ne le dit pas carrément, mais bon, on sait bien que c'est la politique qui se fait dans les faits. Hein. On attend qu'ils crèvent tous là-bas et puis c'est tout. Donc je veux dire, il ne faut pas faire des hauts cris sur un incident raciste qui nous choque. Non, il faut vraiment analyser toute cette atmosphère qu'on a créée. Il faut repartir à l'offensive pour faire démolir ces lois. Il faut repartir à l'offensive pour que, en tout cas, notre gouvernement cesse de participer à des guerres, c'est possible. Il faut faire des choses pour que notre gouvernement cesse de financer le trafic des armes, qui est une énorme source de revenus pour toutes les multinationales. Les guerres, c'est pas seulement les guerres pour les matières premières. Bien sûr qu'on se bat pour les matières premières, et la pauvre Afrique, là, comme elle a beaucoup de matières premières, c'est sûr que ça va être une catastrophe dans les 20-30 années qui viennent en Afrique. Mais aussi, les guerres en soi sont un grand salon d'exposition de toutes les nouvelles choses que les multinationales inventent. Vous savez que, ça j'ai pas dit sur 91, mais Internet a explosé après 91. Pourquoi? Parce que toutes les nouvelles technologies ont été expérimentées dans la guerre du Golfe. Donc c'est un grand, c'est pas le salon de l'automobile, c'est le salon de, voilà, sauf qu'il y a des gens qui meurent pour prouver que ça marche bien. Maintenant, vous voyez toutes les expérimentations qu'on fait avec les drones, le nombre de choses qu'on expérimente dans les guerres, vous vous rendez pas compte. Et qu'est-ce que ça génère comme argent après, quand on peut vendre ça au grand public, que ça devient aussi des choses qui ne sont pas comme militaires, qui sont pour l'usage courant. Les firmes qu'on finance, maintenant on fait des guerres en payant des mercenaires, les sociétés de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, tout ça c'est des sources d'argent énormes. Donc tout ce climat aussi, il rapporte à beaucoup de gens, ça on oublie aussi, la guerre rapporte à énormément de ces multinationales, de ces lobbyistes qui sont là au Parlement européen, ou à la Commission européenne, ou aux États-Unis. Ça rapporte de l'argent, ça permet d'investir après dans les produits que nous on va consommer tous les jours. On oublie que ça a été expérimenté en 91 dans le Golfe. On oublie que tout ce qu'on est en train d'expérimenter là, les Israéliens, ils sont les premiers là-dedans. Hein. Je pourrais commencer sur le sujet, mais ça va être long. Donc voilà, vous avez compris que je pourrais parler des heures là-dessus, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut reconstruire au moins un débat d'idées sur ces questions. Moi, pour le moment, j'espère pas plus. Et c'est pour ça que je suis contente, j'ai beaucoup de commandes et beaucoup de personnes qui ont acheté mon livre, ça me fait plaisir, parce que c'est pas ma vie que je veux raconter, c'est pourquoi cette chose-là dans ma vie, à mon avis, tellement d'importance, et pourquoi il faut vraiment que la jeunesse s'empare de ça. Il faut que notre jeunesse, tous les jeunes ici autour de nous, les jeunes qu'on voit dans les écoles, dans les maisons de jeunes et tout,
qu'au lieu qu'on les fasse taire chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche sur quelque chose, sous prétexte que ouais, il va peut-être se radicaliser, mais s'il vous plaît, que la jeunesse se radicalise, hein, on en manque quand même, non, de radicalité contre toutes ces injustices, contre ces guerres, contre ces discriminations, contre ces surprofits. Et si la gauche le faisait, les jeunes n'iraient pas chercher ailleurs. Mais c'est parce qu'ils ne voient plus d'alternative politique, ils ne voient plus cette révolte contre ce système dans les partis politiques. Et donc moi je suis voilà, pour créer un mouvement de révolte, mais qui part sur des idées, qui part sur une réflexion, et qui aussi, qu'on voit un peu l'histoire de notre propre pays. Il ne faut pas remonter très très loin, mais au moins qu'on se rende compte que tout ce qui se passe maintenant, ça se prépare depuis 30 ans. Et que la gauche qui a capitulé sur ces questions-là, qui a refusé d'en faire un point de combat depuis 20 ans, elle a une grande responsabilité dans le fait que maintenant, quelqu'un ose prendre le téléphone pour dire à Madame Céline, vous êtes trop noire pour moi, Madame. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça fait longtemps que j'ai pu monter sur une bicyclette, mais 250 km, je ne sais pas faire.